Binge Audio présente. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, nous parlons ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs. Et cette saison, nous avons décidé de faire un focus particulier sur les Outre-mer. Depuis 1999 et le rapport de la sociologue Marie-France Malonga, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, épingle régulièrement les problèmes de représentation à la télévision française. Selon son dernier baromètre de mars 2020, le service public n'atteint pas la parité en termes de proportion d'experts et d'expertes. Et sur l'ensemble des médias, la part de personnes dites perçues comme non blanches a reculé à 15% en 2019 contre 17% en 2018 et 16% en 2016, alors que les personnes en situation de handicap représentent seulement 0,7% des intervenants à l'antenne. Des résultats inacceptables selon les termes du CSA, d'autant plus que la télévision pêche également dans la représentation des territoires d'outre-mer avec seulement 0,4% des personnes issues de ces territoires, alors qu'elles sont 3,26% de la population. Dans un tel environnement, être un journaliste de télévision non blanc et issu des Outre-mer n'est pas une mince affaire. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons un invité, un personnage illustre de la télévision française, Sébastien Follin. Salut Sébastien. Salut Sébastien. Salut Rokhaya, salut Grace. Je suis content que vous voyez bien que je ne suis pas une mince affaire. En effet, j'ai un peu profité du confinement. Merci de me le faire souligner, quand même, de me faire remarquer. On a tous profité. Alors Sébastien, tu es journaliste et producteur et tu officies depuis maintenant 2 décennies sur nos petits écrans. On peut t'entendre en ce moment dans ton podcast Les Combattants Pacifiques, dont nous reparlerons tout à l'heure. Alors Sébastien, dans Kiffe ta race, on a un rituel. On demande à nos invités si elle ou il se définit sur le plan racial. Par exemple, Grace est perçue comme une femme asiatique et moi comme une femme noire. Est-ce que toi, Sébastien, tu te définis ou tu penses que tu es perçu d'une telle ou telle manière ? Je suis perçu comme différent, je suis perçu comme chevelu. Et je suis perçu comme quelque chose de non identifiable. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles TF1 m'a choisi en 2001 pour intégrer la météo. D'abord parce que TF1 étant une chaîne privée avec des objectifs de résultats, parce que j'ai du talent, mais aussi parce que je porte physiquement une différence non identifiable. Noir, asiatique, maghrébin, indien. En fait, quand je vais au Brésil, on me prend pour un Brésilien. Quand je vais en Égypte, on me prend pour un Égyptien. En Tunisie, pareil. Quand je vais en Inde, évidemment, puisque j'ai des origines gujarati, j'ai des origines malgaches. Donc voilà, du coup, j'ai pas vraiment de possibilité, moi, de me définir. Mais c'est vrai que ces questions-là se sont posées quand je suis arrivé en France métropolitaine ou dans l'Hexagone, puisque maintenant, on doit plutôt dire l'Hexagone plutôt que la France métropolitaine. Il faut faire attention à tous les termes et au vocabulaire, et tant mieux. Mais je me rappelle de cette interview quand j'ai commencé à TF1. Donc voilà, TF1 m'appelle, je faisais la météo sur Antenne Réunion. Ils cherchent à ce moment-là à colorer l'antenne. On est après Black Blanc-Beurre, on est dans ces questions de donc représentation. Après 1998, pour les personnes qui sont jeunes, exactement, qui ne se souviennent pas. Fait, ouais. Donc 1998, la Coupe du Monde, la France gagne magistralement la Coupe du Monde et l'équipe est étiquetée Black Blanc-Beurre, c'est la France de toutes les couleurs. Exactement. Voilà. Et donc à ce moment-là, il y a quand même des lobbies qui commencent à intervenir auprès des médias en leur mettant la pression. Et donc ils m'appellent pour présenter la météo. Par chance, je suis à Paris. Par chance pour eux. Je suis à Paris, parce que je ne suis pas sûr, quoique je pense qu'ils m'auraient certainement fait venir, puisqu'ils m'ont appelé à La Réunion avant de partir en chasse pour me retrouver à Paris, puisque je n'avais laissé aucun numéro de téléphone à La Réunion. Ils n'avaient qu'une adresse et ils ont planté un mec en bas de chez moi, dans le 19e arrondissement, en attendant que je rentre pour me demander si j'étais bien Sébastien Follin. Ils sont tombés sur ma femme qui pensait que les impôts me cherchaient, elle a flippé. C'est génial, en tout cas, ils ont mis les moyens pour te trouver. Ouais, donc il y a un mec qui a attendu toute une journée, et donc je suis rentré le
soir. Je les ai appelés et dans un premier temps, j'ai refusé parce que je leur ai dit, écoutez-moi, ça m'intéresse pas. J'avais fait la météo déjà 7-8 ans à La Réunion. Moi, à l'époque, quand je suis arrivé ici, je galérais un peu, mais j'étais réalisateur. Je faisais des clips, des reportages musicaux, des choses comme ça. Je commençais à faire des trucs sur le web. Bon, c'était des diaporamas parce que vu la qualité vu la qualité de la ligne Internet à l'époque, je te raconte pas. Mais bon, voilà, je faisais partie des tout premiers à faire des trucs sur le web. Et puis 6 mois après, je les ai rappelés parce que tout compte fait, l'antenne me manquait. Je galérais un peu, il faut le dire quand même. Et donc, ils m'ont dit, voilà, nous, on a besoin d'apporter un peu de diversité à l'antenne. Ça se disait pas comme ça à l'époque, je sais plus. C'était les minorités visibles, je crois, le terme. Enfin, tout ça a eu plein de définitions. Alors, je dis, ouais, super, moi, ça me passait un peu au-dessus parce que j'avais vraiment pas conscience de ça par rapport à ma culture et la manière dont j'avais été élevé. J'ai pas grandi ici, j'ai pas grandi en banlieue, j'avais pas subi de discrimination particulière. Enfin, voilà, je me définissais pas comme ça. Et puis, je me rappelle de cette première interview, d'une des premières interviews pour l'Obs ou l'Express, et le mec, il me dit, bon, bah voilà, c'est formidable, vous êtes quand même un super exemple d'intégration. Donc là, je lui dis, bah non, en fait, comment ça? Bah non, mais... Et puis là, déjà, le mec commence à se prendre les pieds dans le tapis, parce qu'évidemment, tu poses la question en face, tu t'attends à ce que le mec rentre dans la légende et dans cette grande histoire d'universalisme à la française. Oui, en effet, je remercie la France, la main sur le cœur, je chante la Marseillaise. Sauf que là, je lui dis de manière très naïve, juste, non. Pourquoi ? Et le pourquoi est génial, parce que généralement, les mecs peuvent pas te répondre naturellement. Sans admettre... en fait, ils te renvoient juste à une couleur. Je lui dis, moi, je suis français, en fait. Je suis né français, à Madagascar. J'ai grandi à La Réunion. Donc, je vois pas en quoi... T'intègres à quoi? Je vois pas en quoi je m'intègre. Oui, tout à fait, oui. Et donc, bref, c'est là que j'ai commencé à prendre conscience des choses. Et la deuxième chose qui m'a fait prendre conscience de ça et qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur... comment on se définit, c'est que donc la météo, c'est très puissant. On parle d'une époque où la TNT n'existait pas, où YouTube n'existait pas, donc il y avait 6 ou 7 chaînes de télé, il y avait le câble, mais bon, voilà, c'était quand même très puissant. Mes audiences moyennes, j'étais entre 7, 8, 9, 10 millions de téléspectateurs tous les soirs, donc j'étais carrément chez les gens. Voilà, et d'ailleurs, je le vois, ça fait 10 ans que j'ai arrêté la météo, on parle encore de la météo aujourd'hui dans la rue. Et TF1, c'était la première chaîne d'Europe. J'étais première chaîne d'Europe, le programme le plus regardé de la chaîne. J'étais donc l'animateur le plus regardé d'Europe. Ok, excusez-moi, je vais la refaire. J'étais donc l'animateur... On t'a mal annoncé, en fait. Sébastien Follin, l'animateur le plus regardé d'Europe. Il y a 10 ans. Voilà. Non, mais voilà, j'étais quand même le mec le plus regardé d'Europe, en même temps que Evelyne Delia et Catherine Laborde, qui étaient également les animatrices les plus regardées d'Europe à l'époque avec la météo. Donc, c'est très puissant. Et je me suis rendu compte qu'il se passait un truc, sociétalement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, par les gens qui m'interpellaient dans la rue. Et je me rappelle entre autres de cette fois où j'ai un Asiatique vietnamien qui parlait pas très bien français et qui vient me voir et qui était tellement content de me voir et qui me dit « Enfin quelqu'un comme nous à la télé ». C'est génial. Et bon, le mec, clairement, je lui ai pas dit, mais on se ressemblait pas, quoi. Voilà, il y avait rien, en fait, physiquement. Et c'était fort comme... Ouais. Et en fait, j'étais interpellé par tout type de personnes qui portaient une différence raciale. T'as qu'on s'identifiait à toi? Mais ouais. Toute personne qui n'était pas blanche, en fait, se disait c'est quelqu'un comme nous, quoi. Mais grave. Et là, tu dis, ah ouais, quand même. Et je le vois encore aujourd'hui. Et je me rappelle, quand j'ai gagné le grand concours des animateurs, parce que, donc animateur le plus regardé d'Europe, et j'ai gagné le grand concours des animateurs. Ok, bon, très bien. Pareil, dans la rue, c'était une fierté pour toute une communauté, mais plus grande que ma communauté de Réunionnais, quoi. C'était, voilà, t'as montré que t'étais... qu'on était capable de connaître des choses de culture générale. Ça raconte des choses quand même, hein. Ouais. C'est fort. Et d'ailleurs, tout le monde pense de prix que j'ai un Master 2, alors que bon, j'ai à peine eu le bac, mais la force de la télévision. T'as quand même gagné le concours des animateurs. 2 fois, et une fois, et 3 fois, j'ai fini 2e. Non, il faut dire les choses quand même, c'est important. Par ailleurs, en 2012, j'ai eu le Gérard de la Touffe aussi. Voilà. Et j'ai gagné contre Mouloud Achour. Je crois que j'étais dans le jury. T'étais dans le jury? Donc c'est grâce à toi. On se connaissait pas encore. Hein, donc voilà. Il y a prescription. Voilà, il y a prescription. Alors, et les Gérard, c'est les prix des pires... Non, ne dénigre pas le truc, s'il te plaît. C'est un prix, qui récompense des personnes remarquables dans le domaine de la télévision. Merci. Et donc, j'ai un parpaing doré dans mon bureau. Voilà. Et j'ai le Gérard de la Touffe que j'ai gagné contre Stéphane Bern et Mouloud Achour.
Voilà. Donc, fièrement gagné. Exactement, ouais, tout à fait. J'ai bataillé pour ça, quand même. Il m'a été remis officiellement sur un plateau de télé par Franck Provost en présence d'Antoine Decaune. Il faut dire les choses. C'est génial, j'adore. Exactement, tout à fait. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière sur tes exploits, mais à La Réunion. Parce que tu as dit que quand tu es arrivé en Hexagone, du coup, tu as découvert cette assignation que les gens, le regard que les gens portaient sur toi. Et donc, avant, quand tu vivais à La Réunion, parce nous, on pense à La Réunion comme étant un melting pot, tu sais, le melting pot français, c'est-à-dire tout le monde est quelque part, les fêtes des différentes communautés sont célébrées de manière collective, tout le monde vient d'ailleurs, donc il n'y a pas cette question de d'où tu viens. Est-ce que c'est comme ça que tu as vécu La Réunion ? C'est-à-dire que, alors il ne faut pas tomber dans l'angélisme, il y a évidemment des tensions raciales, sociales, évidemment. Mais, en fait, tout le monde étant à l'aise dans sa singularité, c'est pas un sujet en fait. Et même, c'est le Zarabe, c'est le Chinois, le Zarabe étant l'Indien musulman, donc Zarabe en créole avec un Z, voilà. Tu parles du Zarabe, tu parles du Chinois, le Chinois, je ne vais pas faire un dessin. Tu serais à La Réunion, on t'appellerait chinois. Ah, t'inquiète pas, mais en France aussi, en Hexagone aussi, on m'appelle la chinoise. Sauf que c'est dans la sémantique et la nomenclature qu'on peut voir ici sous un prisme raciste, mais pas du tout. Le Malbar étant plutôt l'Indien tamoul, qui vient de la côte Malabar. En fait, c'est plus descriptif à La Réunion, c'est ça. Voilà, le Cafre, toi tu serais Cafre, Cafrine, Rocailla, sans rien de discriminatoire ou de négatif qu'il y a dedans. Et donc, et le blanc, on dit comment ? Les oreilles. Ah oui. Et c'est les blancs de l'Hexagone, alors, les oreilles. Les oreilles, les blancs d'Hexagone. Les gros blancs, c'est les anciens colons, qui pour certains ont quand même gardé quelques habitudes. Voilà. Mais pas tous, il ne faut pas généraliser. Et puis, tu as les petits blancs des hauts. Les gros blancs et les petits blancs. Ouais. Les gros blancs et les petits blancs. Il y a une vraie différence parce qu'il y a des riches, très riches, qui ont construit leur richesse et leur pouvoir sur la colonisation et sur l'esclavage. Et puis, il y a les petits blancs qui sont ces petits colons, les Yabs, qui étaient considérés comme moins que rien, à qui on donnait des terres qui n'étaient pas du tout arables et qui étaient des gens extrêmement pauvres et qui avaient une condition sociale pauvre et qui fait qu'ils n'étaient pas du tout du côté d'une couleur de peau. C'est toute la complexité de la société réunionnaise. C'est que c'est beaucoup plus mélangé. Et donc, chacun étant bien clair dans la définition de ce qu'il est, c'est pas un sujet, en fait. C'est pas un sujet. Donc, moi, ça n'a jamais été un sujet. Et donc, je suis arrivé ici. Moi, j'étais créole, en fait. Et j'avais dans ma classe Nazma qui avait le voile, Shakuntala qui avait un bindi, donc qui fêtait les fêtes tamoules, donc le Dipavali, le Nouvel An tamoul, Nazma qui n'était pas là de temps en temps parce qu'il y avait la fête l'Eid Moubarak ou tel sacrifice, Patrick qui était chinois, qui lui n'était pas là pour le double 10, le 10 octobre, et puis pour le Nouvel An chinois, et so what, quoi. Et moi, parce que même là-bas, on pouvait me penser musulman, on pouvait me penser malbar, donc tamoul, donc le tamoul ne mange pas de bœuf, le musulman ne mange pas de porc, et donc à la cantine, il y avait des repas de substitution. On ne forçait personne à manger sous prétexte que c'est la République discriminatoire. Et donc moi, j'arrivais, et puis selon mon goût du jour, je regardais le bœuf, je disais « Ah non, je ne mange pas de bœuf ». Et hop, et je mangeais des sardines. C'est trop bon. Et puis le lendemain, je regardais la gueule du truc, je disais « Ah non, moi, je ne mange pas de porc ». Et hop, je mangeais des œufs. Et voilà. Mais j'ai vu qu'effectivement, à La Réunion, même dans les médias, quand il y a les fêtes religieuses de différentes communautés, en fait, c'est exprimé, quoi. C'est pas quelque chose... C'est une fête pour tout le monde. Tout le monde la célèbre, en fait. Mais grave, la fête de la lumière, le Dipavali, mais c'est absolument génial. C'est génial. Et puis en plus, t'es invité par tes potes, tout se passe autour d'un repas. De toute façon, et en ça, on est bien français quand même. Parce qu'en France, on est quand même... tout se passe autour d'un repas. Et de quoi est-ce qu'on parle quand on mange ? On parle de repas. Donc c'est quand même... prochain repas. Voilà, du prochain repas. Et t'as vu, ça c'est... Bon. Et là-bas, voilà, c'est qu'à la fin, on récupérait les samoussas de l'un. D'ailleurs, il y avait les samoussas tamouls, les samoussas arabes, pas les mêmes, les gros samoussas arabes, les petits samoussas tamouls. On mangeait chinois. Alors, le Nouvel An chinois avec la ribambelle de plats hallucinant. Enfin, c'était génial. C'était génial. Voilà, on n'allait jamais à l'école, en fait. C'est surtout ça, en fait, l'avantage. C'est qu'à force de tout fêter, exactement. c'était toujours férié. On kiffait le truc, quoi.
Et du coup, tu racontes que voilà, tu t'es retrouvé, donc tu es venu dans Hexagone parce que tu voulais être réalisateur, tu voulais vraiment travailler dans la création. Tu as été identifié par TF1. Ouais. Tu t'es retrouvé à la météo et tu as découvert un certain nombre de problématiques qui n'étaient pas les tiennes en fait auparavant. Ouais. Est-ce que tu peux raconter un petit peu cette question de l'incarnation physique? Parce qu'en fait, quand tu fais de la télévision, l'idée, c'est que quand on est habitué à prendre en charge des personnes qui ont la peau blanche, qui ont les cheveux raides, on a des habitudes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? On peut dire que pendant 10 ans, il y a une forme d'expérimentation esthétique à tout point de vue, au niveau des cheveux, au niveau de la couleur et tout. C'est vrai que je me suis retrouvé déjà en termes de maquillage. Je pense que c'est plus un sujet, bien que Rokhaya, si, c'est encore un sujet. Rokhaya, je te vois de temps en temps un peu rouge ou un peu orange à la télé quand ou un même. peu grise, et je me dis, putain, merde. C'est encore un sujet, c'est raté. Donc, en effet, j'ai été vert, gris, orange, j'ai déjà eu des têtes, mais des trucs de dingue, quoi. Et puis un jour, j'ai une maquilleuse, Sandrine, qui était antillaise, je crois, et qui me dit, bon, alors, c'est simple. Quand t'arrives et que tu vois la meuf, elle commence à paniquer, tu lui dis que t'es jaune. Je dis, non, je suis pas jaune. Elle me dit, si, t'es jaune. Je dis, ok, très bien. Et donc, dès ce jour-là, je n'ai plus été orange, vert ou quoi que ce soit, parce que dès que la meuf, elle prenait des trucs un peu terracotta, je dis, non, je peux pas. Non, en fait, je ne peux pas ressembler à quelqu'un qui s'est endormi au soleil. Donc, je suis jaune. Et la meuf, elle me dit, merci. Et donc, en fait, ma base de teint est jaune. Ouais, c'est ça, c'est le sous-teint. Ouais. C'est des trucs que tu apprends quand tu fais des cours de maquillage. J'ai un peu fait des cours de maquillage. C'est normal, t'es une fille. Voilà. Et c'est vrai que donc, du coup, t'es vachement calé en trucs de teint. Maintenant, je m'assieds si j'ai pas ma maquilleuse attitrée. Parce que normalement, quand je dis ma maquilleuse attitrée, quand tu vas dans t'es invité sur une prod, on t'appelle et tu dis, voilà, j'ai une maquilleuse, est-ce que vous pouvez l'appeler? Vous savez, j'ai un grain de peau, enfin un teint un peu particulier. Et puis, elle maquillera tous les autres invités. Mais si vous pouviez la booker pour moi, ça m'évitera d'avoir une couleur bizarre. Donc, soit ils me disent, désolé, on a déjà booké. Donc, dans ce cas, je suis pas Brad Pitt, j'ai pas d'exigence. Et soit c'est possible, et dans ce cas, c'est possible. Et j'ai donc Myriam qui me rejoint systématiquement. Si c'est pas le cas, j'arrive et la meuf se vexe de temps en temps, mais c'est pas grave. Je dis, excusez-moi, je suis jaune. Donc elle comprend, elle dit, mais j'avais vu. Je dis, voilà, ce qui va sans dire va mieux en disant. Et tant mieux. Et voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Mais déjà, ça veut dire que tu as déjà cette compétence que tu dois avoir. Que j'ai découvert. Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire que toi, tu arrives, c'est-à-dire que là où d'autres personnes vont venir s'asseoir sans se préoccuper de comment ça va ressortir, toi, tu as déjà cette charge qui repose sur toi, c'est de savoir quel est ton sous-teint. Ouais. Voilà, bon, c'est pas une charge, c'est pas... En tout cas, moi, ça me saoule un peu franchement, d'avoir ce moment d'incertitude à chaque fois que je m'assieds en me disant à quoi j'ai ressemblé. Moi, j'ai mon fond de teint, je prends mon fond de teint. Mais est-ce que tu sais déjà, tu es de quelle couleur en vrai? Est-ce que tu sais, c'est quoi? Moi, quand je dis je suis jaune, toi, tu dis tu es quoi? Moi, je sors mon fond de teint. Voilà. Je dis voilà. C'est ça ma couleur. C'est-à-dire que tu achètes du fond de teint qui est normalement fourni par le prestataire. J'ai de la chance, j'ai des marques qui m'en envoient, mais oui, effectivement. En tout cas, j'ai mon truc dans mon sac et j'anticipe au cas où. Tu vois, au cas où les personnes savent. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu ça vraiment comme une contrainte. J'ai juste vécu ça comme un apprentissage. T'as une compétence en plus par rapport à d'autres. Comme des moments de solitude quand je me voyais à la télé, je me disais, ah ouais, quand même, là, c'est pas mal. Donc, il y a eu ça. Il y a eu les cheveux. Ou alors là, je peux te dire que c'était panique à bord, c'est-à-dire que je voyais les journalistes, enfin les coiffeurs, quand je rentrais dans la salle maquillage, qui me voyaient, ils ne savaient pas que c'était moi, qui disaient, oh, putain, là, je voyais dans leur regard qu'il y avait du désespoir. Moi, quand je voyais le résultat, il y avait aussi du désespoir, parce qu'en fin de compte, quand je suis arrivé à TF1, j'avais une touffe de cheveux, mais je te raconte pas un truc. Donc, Alain Gillot-Pétré est mort le 31 décembre 1999. Donc, Alain Gillot-Pétré, c'était le présentateur phare de la météo de TF1. C'était une star, c'était un mec génial, c'était quelqu'un d'extrêmement inspirant, il était drôle, c'était vraiment... Puis voilà, c'était une figure emblématique de TF1. Donc... TF1 est une maison extrêmement stable, qui ne change pas tous les 4 matins. Il y avait 3 présentateurs et présentatrices. Il n'était pas question que ça change. Donc, à ce moment-là, TF1 fait son deuil, déjà. Et puis, vers le mois de mai, enfin certainement un petit peu avant, il commence à chercher quelqu'un. Et moi, j'avais fait le Festival international de la météo. Il dit ça avec une tête. Yes, ok. En 1997. Et pour la petite histoire, moi je présentais la météo à La Réunion depuis 93. Je dis ça parce que à quoi tient la vie? Depuis 93, je présentais la météo à La Réunion. Et tous les ans, c'était le mec de RFO qui allait. Invité. Donc Météo France disait, voilà, c'est... J'étais un peu un branleur à l'époque. Et puis, un jour, je me dis, mais moi aussi, j'irais bien aux Frais de la Princesse à Paris. Donc, je vais voir Météo France et je leur dis, un peu dans la revendication, je dis, mais je comprends pas pourquoi c'est toujours Gilles qui y va. Est-ce que je peux y aller moi aussi?
Donc, évidemment, sinon, ça n'était pas juste. Donc, ils ont dit, bah ouais, si tu veux y aller, il suffisait de le dire. Alors, moi, j'étais là, genre, ok, bah ouais, je veux bien. Et donc, je suis invité à ce festival, je crois que c'était en janvier 97, avec une cassette de ma météo, où j'étais assez facétieux à La Réunion, et je fais mon petit buzz sur place. Sauf que je suis contre parce que c'est une compétition. D'accord. Donc avec des Américains, des Australiens. À l'époque, en plus, je parle un anglais, mais alors juste catastrophique. Mais tout le monde trouve mes prestations plutôt sympas. Et donc, je suis remarqué lors de ce festival. Un truc à rajouter, donc, après, donc je vous rappelle le Gérard de la Touffe et le fait d'avoir été le plus regardé d'Europe. J'ai aussi été remarqué dans un festival météo. Non, bon, bref. Donc, je fais mon petit buzz sur le moment. Et puis, bon, je rentre à Paris, à La Réunion. Et puis, c'était 97. Et au moment où TF1 cherche un peu à colorer l'antenne, ils vont chercher dans les bases de ce festival météo qui regroupe des présentateurs de partout et des présentateurs francophones, parce que c'est quand même le sujet. Et ils tombent sur cette cassette. Et en fait, sur cette cassette, en 97, j'avais les cheveux ras. Mais quand je vous dis ras, il y avait 2 mm, quoi. Et donc, quand ils m'appellent et que je leur dis « ouais, bof », ils me disent « venez nous voir quand même ». Et que je rentre dans le bureau. Et donc, j'ai un rang avec, si je m'en souviens bien, Franck Firmin-Guillon. Ils étaient 4. Ils étaient 4 en ligne de TF1. Et je t'assure, il y a eu un petit pas de recul en se disant, c'est pas lui qu'on a appelé. J'avais une touffe sur la tête, mais c'était le truc. Mais vraiment, c'était énorme. J'avais les cheveux jusqu'aux épaules. Et donc, moi, les cheveux jusqu'aux épaules, c'est quand même très touffu. Ça me faisait gagner à peu près 5 cm en hauteur, quoi, et en largeur. J'avais vraiment un truc. Et donc, c'est pas un sujet à ce moment-là. Et puis, quand je finis par dire oui, ils me disent, ouais, par contre, les cheveux, il va falloir faire un truc. Ah. Et je dis, bah ouais, mais moi, je vais pas les couper. Ouais, d'accord. Et donc, on a trouvé un entre-deux. Et je me rappelle de la première fois où je vais chez le coiffeur, où j'ai quand même Evelyne Delia qui est derrière et qui dit un peu plus court, un peu truc. Représentatrice de la météo emblématique aussi. Oui, puis c'est la patronne de la météo. C'est drôle. Tout ça était très bienveillant, hein, mais bon, voilà, ils étaient dans un truc où ils savaient pas très bien où ça allait. Fallait quoi. que tu sois... Qu'elle t'accompagne quand même chez le coiffeur, c'est génial. Oui, et puis en même temps, moi, j'ai jamais pris ombrage de ça et ça me fait sourire parce que il y avait un enjeu quand même. Ils m'ont pas embauché pour me mettre à présenter chasse et pêche la nuit, quoi. Ils m'ont embauché pour présenter la météo, donc à l'heure la plus écoutée de la chaîne, avec des enjeux colossaux financiers. Donc, ils n'avaient aucun intérêt à ce que ça foire. Ils n'avaient aucun intérêt à arriver avec quelque chose qui puisse être un peu trop disruptif. Donc, moi, et à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse sur cette époque parce que c'est une espèce d'époque où moi, je débarquais à Disneyland quand même. Voilà, j'arrivais à TF1, quoi, le truc de dingue. Mais est-ce que le fait, là, on parle cheveux et fond de teint, enfin, moi, ça me plaît beaucoup, mais est-ce que c'est pas des obligations qui seraient habituellement portées sur des femmes? Et est-ce que si tu avais été un homme blanc, peut-être que tu n'aurais pas eu une séance chez le coiffeur qui était payée par la boîte, ou bien des fonds de teint, une question de fond de teint. C'est-à-dire que c'est quand même des questions qui sont souvent réservées, on va dire, à des personnes qu'on attend être impeccables. Oui, bien sûr. Mais ça serait arrivé à un mec blanc avec les cheveux longs. Voilà. On lui aurait posé le même problème. Et encore une fois, moi, je me suis un peu lâché au fur et à mesure. Mais puis surtout, j'avais pas le temps d'aller chez le coiffeur tout le temps. Puis j'avais envie de j'avais une autre vie par ailleurs. Et c'est vrai que tu regardes les météos de 2001 quand j'ai commencé et les météos de 2009 quand j'ai arrêté. Mais à la fin, j'avais carrément... C'était le rastaquouère, quoi. Et les gens adoraient, non? Parce que c'est devenu ma singularité, en fait. Mais les choses se sont installées dans le temps. Et c'est aussi ça qui fait qu'on a peut-être aussi retenu plus facilement ma personnalité, parce qu'aujourd'hui, on me parle encore de mes cheveux. Voilà. Et c'est comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu t'inscris quand même dans un contexte particulier et tu joues un rôle aussi à ce titre. Tu arrives après Rachid Arabe, qui a été présentateur, lui d'origine maghrébine du JT. Ouais. Et en même temps, avant Harry Roselmack, qui lui est arrivé en 2006 sur TF1 pour présenter le JT également. Est-ce que tu as l'impression que tu t'inscris dans un fil, dans une continuation? Et quel rôle tu as l'impression d'avoir joué dans tout ça? Est-ce que toi, ça t'a, le fait d'avoir cette singularité, ça t'a donné envie ou ça t'a forcé, contraint à porter un discours et à porter, d'une certaine manière, une mission? Je m'en suis rendu compte au fil du temps, c'est-à-dire qu'à posteriori, je me rends compte qu'en effet, j'ai préparé le terrain pour Harry sur TF1. Que TF1 s'est dit, bon ben voilà, les mecs, ils sont prêts à voir Follin à la météo, ça pose pas de problème. Tu reçois beaucoup de courriers quand tu présentes la météo. Hein. En 9 ans de météo, j'ai dû recevoir 3 courriers racistes.
Vraiment, hein. Truc, waouh, tu lis le truc, tu dis putain, lui, il était énervé quand même. Il était vénère. Le reste, rien. Voilà. Donc, comme quoi, les gens sont prêts, malgré tout ce qu'on dit, les gens sont prêts depuis... Voilà, on a d'autres gens, ils sont pas prêts. Après, on me racontait pas ce qui se passait au téléphone. Peut-être qu'il y avait des gens qui appelaient au téléphone, mais on s'en fout, en fait. D'abord, c'était pas suffisamment fort pour que TF1 me dise « on va peut-être changer ». Ça, c'est une première chose qui est importante. Je pense que j'ai en effet préparé le terrain, mais sans... voilà, les choses sont faites naturellement pour l'arrivée d'Harry. Harry arrive donc après les émeutes de 2005. Donc, c'est toujours en réaction à des événements, quand même. Et en ça, TF1 est très efficace. Parce qu'on ne sait pas par petites touches cosmétiques, c'est boum, ok, la météo, ok, on y va, la météo, c'est ce qui nous rapporte le plus, c'est pas grave, on y va, on prend le risque. Mesurer, mais on prend le risque. En fait, ouais. Ensuite, problème, ok, le JT. Ah ouais, 20h, ouais, le 20h. Eh, bam. Bon, le mec, il est beau gosse, enfin bon, il y a tout ce que tu veux, mais quand bien même, c'est quand même un engagement très fort. Et c'est par la suite, moi, que je me suis, parce que je suis un citoyen et que je me suis intéressé à ces questions de diversité, de représentation, d'égalité des chances, entre autres, au milieu de tous mes engagements pour la santé mondiale, pour le sida, enfin contre le sida pour le coup, pour toutes les questions de développement durable. Mais je pense que c'est constitutif de ma personne de m'intéresser à ces questions-là. Et de lui porter le discours aussi ? Ouais, ou pas je sais pas. Ce qui m'embête, c'est d'être obligé d'être concerné pour porter ce discours. Oui. Je me rends compte que c'est une obligation, mais je me dis que la société doit évoluer, qu'à un moment donné, il y a des gens qui doivent porter leur part et que c'est pas grave, ça sera de moins en moins un sujet. Et que tant qu'à faire, s'il y a des gens qui doivent le faire, faisons-le. Voilà. Après avoir été très visible sur TF1, donc comme tu nous as expliqué, tu as aussi été dans une émission très populaire qui s'appelle Vidéo Gag, et aussi sur TF1. C'était aussi sur TF1. Donc c'était aussi une émission très familiale. Hein. Super familiale. Moi, aujourd'hui, je suis Chantal Goya pour toute une génération entre 20 et 30 ans. Quoi. Non, mais sérieux, j'ai accompagné avec la météo et Vidéo Gag plein de... C'est quoi, c'est les millénials, du coup? Ouais. C'est les millénials. Je m'y perds un peu entre toutes les générations. X. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Z. et je le vois, ils viennent me voir, quoi. C'est un truc, Et ouais, c'était familial, c'était super. Et après, tu as fait TV5 Monde, tu as fait France O, France 3, donc aujourd'hui, il n'y a plus France O. Ah bon? Donc, c'était la chaîne dédiée aux Outre-mer. Dis rien. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, donc tu fais d'autres choses, tu es moins visible dans les médias télévisuels. Et avec le recul, est-ce que tu penses que avec ton physique, ton faciès, ta couleur de peau, est-ce que ça a été plus difficile, plus facile? Est-ce que tu as un coup de chance? J'en sais rien, il faut un peu de tout ça. C'est-à-dire que la chance que j'ai, c'est que ce soit TF1 qui m'ait appelé au début. Donc je savais que c'était pas pour les mauvaises raisons. Pour moi, c'était un critère physique comme un autre. Quand tu fais de la télévision, on te juge forcément sur ton physique. Sur ce que tu représentes, sur ce que tu incarnes physiquement. Soit t'es super beau ou super belle, soit tu as des attributs physiques qui attirent l'œil, soit t'as une singularité. Ça s'explique pas. Ça, pour le coup, on peut pas nier ça. Le critère physique est important quand tu fais de la télé. Et donc moi, ce critère physique a primé. Mais quand je dis que la chance que j'ai par rapport à ma confiance en moi et mon estime de moi, c'est que ce soit TF1. Et que TF1, ils n'étaient pas là pour rigoler, quoi. Il fallait que ça assure. Et ça n'a jamais été un... Bah oui, le TF1, ils sont là pour gagner de l'argent, donc exactement, à un moment donné, ils ne font pas la charité. Quoi. Si t'es là pour... si t'es un branquignol et que t'es là juste parce que t'as des cheveux longs et que t'as une couleur qui plaît à tout le monde, je peux dire que tu restes pas longtemps, quoi. C'est poule, et puis merci, au revoir. Donc voilà, donc ça, de ce point de vue-là, je suis arrivé au bon moment avec cette conjonction physique et de talent. Mais après, France Télévisions, je trouvais ça quand même assez étrange, France O. France O, c'était une chaîne qui n'était pas très visible et j'avais l'impression que tu aurais pu faire ce que tu fais sur France O ailleurs, dans le groupe France Télévisions. Ouais, mais après, tu t'accommodes de ce qu'on te donne. D'abord, moi, j'aime mon métier. J'ai fait des choix forts dans ma vie. J'ai refusé beaucoup de choses. Je suis quand même passé de la météo et de Vidéo Gag à des émissions scientifiques, des émissions de société, des émissions culturelles. C'est un choix. J'ai eu des choses qui m'ont été proposées autour de la météo, autour du divertissement que j'ai refusé. Donc, parce qu'on a voulu aussi me mettre dans des cases dans lesquelles je ne voulais pas aller. Ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, tu te dis toujours, ça serait génial. Quand je faisais le labo, par exemple, ou le Follin Hebdo, ou des choses comme ça aurait tout à fait pu se trouver en deuxième ou troisième partie de soirée sur une chaîne nationale. Mais après, il faut accepter une chose, c'est que tu es soumis au désir d'un directeur d'antenne, d'un directeur des programmes. Et c'est comme ça. Je suis pas influenceur, j'ai pas des millions de followers sur Instagram et sur les réseaux. J'ai juste 30 ans d'expérience
mais c'est apparemment pas suffisant pour certains. Mais soit, c'est se faire du mal que de contester ça. C'est-à-dire que j'ai pas d'emprise sur ça et sur ce levier de décision. Moi, je sais ce que je vaux, je sais que je suis capable de faire des choses et j'ai dans ma boîte à outils certaines compétences qui sont assez importantes. Mais toujours est-il que depuis le début, j'essaye d'être fidèle à mes engagements et de fidèle à mes valeurs et je pense que je continue de faire ce qui me plaît et de rencontrer des gens qui me plaisent parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est la rencontre. Et puis, voilà, je suis moi à l'antenne, mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, il y a un mec qui s'en rende compte et qui dit « Tiens, peut-être que Follin, il peut faire quelque chose. » Et puis, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je continuerai à développer des projets par ailleurs. Je produis beaucoup de choses et je continue de le faire. Et puis, j'ai lancé mon podcast pour justement ne pas être soumis et continuer à faire le métier que j'aime, quoi. Moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans et si je fais ce métier depuis l'âge de 15 ans, c'est bien parce que j'aime ça. C'est juste ça. Quand je parlais de Disneyland tout à l'heure, moi, en fait, je suis un kiffeur. C'est tout. C'est le truc. C'est pour ça qu'on t'a invité. Oui. C'était le meilleur endroit pour en parler. Non, mais vraiment, moi, je kiffe. C'est tout ce qui m'intéresse. Je te propose qu'on écoute l'extrait d'une audition qui s'est déroulée l'année dernière. Dans le contrat d'objectifs et de moyens de 2016-2020, vous étiez engagé à atteindre la parité sur les expertes. Nous sommes qu'à 42%, même s'il y a eu une progression. Et sur le reste, quand je reprends notre baromètre de la diversité, qui effectivement a fait ce constat relatif à la faible représentation de la société française, qu'elle soit culturelle, sociale, et aussi sur le handicap, on voit qu'il y a une progression qui a été assez faible. Quelle politique allez-vous mettre en place pour que dans 5 ans, le constat ne soit pas celui qu'on peut faire ici, qui est un peu décevant? Alors tout d'abord, je voulais vous dire que je partageais ce constat. Et je crois l'avoir dit en fait dans mon propos liminaire, je partage votre constat. Ce que je voudrais pointer simplement, c'est que sur la parité, nous avons fait une vraie progression. C'est-à-dire qu'on est passé de 25% à 42%. Ça n'est pas 50%, vous avez raison de le noter, mais je n'ai aucun doute que nous y arrivions. Sur la diversité, nous n'avons pas rien fait, mais c'est vrai que ça ne progresse pas assez vite. Et d'ailleurs, les publics nous le disent. Donc, voilà. Alors, pour autant, on a remis des visages de la diversité sur nos antennes. On a essayé de rendre aussi plus divers nos fictions, avec des héroïnes, des héros qui viennent de différents milieux sociaux et de différentes origines aussi géographiques. Pour autant, ça n'est pas suffisant. Alors, on entendait Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, en juillet dernier, quand elle était auditionnée par le CSA pour demander le renouvellement de son mandat. Donc, elle est interrogée par une sage du CSA qui est Carole Bien-Aimée-Besse. On voit que c'est compliqué. Hein. Elle constate qu'à l'issue de son mandat, c'est pas super, que ce soit du point de vue de la représentation des femmes et des minorités visibles ou des personnes issues de groupes minoritaires. La réponse est un peu poussive. Toi, tu as été à France Télévisions, tu as été sur France 3, tu as présenté un jeu aussi sur France O. Comment tu estimes la situation actuelle? Est-ce que tu trouves que ça a bougé depuis le début de ta carrière? Alors, depuis le début de ma carrière métropolitaine, j'ai le sentiment que c'est pas dingue. En termes de figures importantes qui portent des choses, hein, c'est la première chose. Sur ce que dit Delphine Ernotte, c'est assez intéressant parce qu'elle souligne, et je pense que là-dessus, on ne peut pas le nier, qu'il y a eu une vraie progression sur la représentation des femmes à l'antenne, que ce soit dans l'incarnation. Il y a quand même eu l'émergence de beaucoup d'animatrices, que ce soit les après-midi, que ce soit dans les prime time, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez fort. Que ce soit dans les expertes. Quand on regarde aujourd'hui une émission comme C'est dans l'air, on se rend compte quand même qu'ils arrivent à avoir systématiquement 2 hommes, 2 femmes. Voilà. Donc on ne peut pas nier le fait que ça ait progressé. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire de ça pour la représentation des minorités. Et j'ai une explication à ça. Il y a une politique volontaire. Il y a la facilité de quantifier. Un homme, une femme, tu vois clairement ce que c'est. Tu peux donc dire, même si aujourd'hui il y a aussi des questions de genre, hein, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce que sinon ça devient encore plus compliqué. De définition, je veux dire. Hein. Enfin bon, vous êtes au fait de toutes ces questions-là. Il y a une définition légale de qui est un homme et qui est une femme pour l'instant. Voilà. Bon, là pour l'instant, si on prend les choses basiquement, on peut voir clairement cocher des cases, un homme, une femme, un homme, une femme, et tu arrives et tu dis, bon ben voilà, on est à 42% de femmes à l'antenne.
Déjà, ça devient plus compliqué dès lors qu'on parle de minorités, de personnes racisées, de noirs, d'arabes, de chinois, enfin bon bref, je ne sais pas comment dire ça, je ne sais plus comment dire ça. Oui, parce qu'en hexagone, justement, on n'a pas ce que tu décrivais. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de... Oui, et puis surtout, non mais même à La Réunion, il n'y a pas de statistiques ethniques, on est en France, il n'y a pas de statistiques ethniques. Donc personne ne se définit par rapport à ça. Donc déjà, ça c'est le premier truc qui pose un problème de comptage. Mais surtout, si on doit s'inspirer de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous regardez le board de France Télévisions. Énormément de femmes. Et donc, elles sont concernées. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont féminisé l'antenne. Simple. Et je pense que il faut juste diversifier un petit peu le board. Et puis, les producteurs. Parce que je pense que les choses se feront naturellement dès lors. Moi, je le vois en tant que producteur, j'ai ce réflexe naturel. C'est même pas un sujet. Et parfois même, je dis attention, là, je veux quelqu'un. C'est oui, non, mais si on trouve pas, c'est qu'on est con. Si on trouve pas, voilà. J'insiste et je suis vigilant à ça, mais parce que ça me concerne. Et je pense que c'est l'une des clés en fait. Tant que les personnes qui vont prendre des décisions ne seront pas concernées et feront ça. Par charité ou pour des raisons sociales, parce que oui, bon, allez, on va le faire. Tu auras toujours un noir qui passera en flou derrière, parce qu'à un moment donné, on se dit « Oh, putain, il n'y a pas de noir !» Et d'accord, alerte, qu'est-ce qu'on fait? Je caricature, parce que ça a évolué, mais pas assez vite. Et donc, je pense que ça doit se passer aussi à ce niveau-là. Et je prends cet exemple d'une chaîne anglaise dont je ne me rappelle plus, je le cite assez régulièrement, je crois que c'est Channel 4, qui a exigé que 20% de son board représente la diversité à l'échelle. Je crois que c'est là déjà, 2020-2021, 20% donc par diversité. Là, on est en Angleterre, donc là, attention, là, c'est diversité religieuse, ethnique, sexuelle, enfin, la totale. Sinon, il n'y a pas de versement de dividendes. Les mecs, ils se sont bougés, quoi. Et puis, voilà. Soyons pragmatiques. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors, je suis loin de louer le modèle anglo-saxon, mais au moins, ça a ce mérite-là. C'est clair. C'est comme pour les BAFTA aussi au Royaume-Uni. Mais voilà. Si votre casting n'est pas divers, vous n'êtes pas sélectionné. Mais après, voilà. Mais je crois que c'est en train d'évoluer, là. En France, je pense que c'est pareil maintenant, sur les Césars. Mais ça a mis un temps fou. En tout cas, ça oblige les producteurs à se dire, si on veut recevoir un prix, on est obligé de prendre en considération cette question. Mais il a fallu combien de scandales avant que ça réagisse? Ouais. Il y a eu Spike Lee, Oscar So White. Putain, mais 2 mois après, les mecs, ils ont réagi aux États-Unis. Et tu regardes Netflix aujourd'hui, une série suédoise, turque, polonaise. Pourtant, c'est pas le pays qui, dans sa politique, est la plus progressiste. Pour les droits des femmes. Évidemment américaine. Peu importe. Tu regardes le truc, mais t'as une espèce de diversité absolument dingue. Tu regardes une série française. Tu te dis, putain, les mecs, bougez-vous, quoi. Il y a plein de choses qui me font réagir dans ce que tu as dit. C'est que déjà, tu as mis le point sur le fait de ne pas nommer les choses. C'est-à-dire que nous, on marche sur des œufs, on dit diversité, on dit visibilité, minorité, on ne sait pas. En 2021, on n'a toujours pas de terme pour nommer. Et du coup, la conséquence, c'est qu'on ne peut pas mesurer les progrès. D'ailleurs, là, il y a un recul. On parle d'un recul de 17% à 15%. Donc, le fait d'avoir un malaise jeté sur cette question de la représentation des personnes non blanches, qui est palpable, et il n'y a aucun progrès, parce qu'en fait, on est là, on ne sait pas comment faire, et on nomme pas les bonnes personnes pour le faire. Et là, tu cites Netflix. Et moi, par exemple, j'ai le plus grand mal du monde. Tu vois, on me dit dans les interviews, est-ce que vous pouvez nommer des actrices et des acteurs asiatiques? Parce que ça bouge. On est toujours les yeux rivés sur les États-Unis ou sur d'autres pays aujourd'hui, pour parler de diversité, comme si c'était quelque chose qu'on importe, en fait, en France. Et aujourd'hui, en 2021, je suis encore assez incapable de citer des acteurs ou actrices d'origine asiatique qu'on appelle les invisibles dans les minorités. Alors, il y en a, mais c'est... c'est très marginal. Et il y a ce mot qu'on utilise dans les questions militantes qu'on appelle le tokenisme. Donc la question du token, c'est le fait d'utiliser des personnes ou comme un bouclier en fait. Des alibis pour prouver qu'on est dans le progrès. Et ça, aujourd'hui, l'atout diversité, les personnes qui seraient cet atout diversité, il y en a. Alors, que ce soit la télévision... Moi, je l'ai été à TF1, on m'a sorti comme ça, comme étendard...
Mais pardon, je te laisse développer, puis je te raconterai un truc là-dessus qui est assez amusant d'ailleurs. Et donc, les efforts aujourd'hui se sont limités à cet atout diversité. C'est-à-dire que là, on regarde souvent la photo des groupes de presse, tu sais, parce que la presse aussi, c'est une question qui revient assez souvent. On regarde la rédaction et on se dit, ils sont tous du même genre, de la même couleur, de la même origine socio-professionnelle, etc. Et on se dit, évidemment, du coup, tous les sujets qui sortent sont les mêmes. Et quand ils le font par charité ou ils le font par opportunité, mais c'est pas quelque chose qui les anime. Et donc, les atouts diversité dans ces rédactions, il y en a aujourd'hui de plus en plus. Moi, je connais une personne asiatique dans chaque média, peut-être. Et en fait, soit on leur donne tous les sujets de la diversité. Donc, en fait, dès qu'il y a un truc, c'est pour toi, ça. Et en fait, c'est limitant. C'est-à-dire que c'est ce rôle-là, ce rôle d'être le token de ton environnement, de ton boulot, eh bien, ça fait peser sur toi d'autres choses qui ne sont pas bénéfiques, en fait, ni pour cette personne-là, ni pour le reste de la société. Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que je pense qu'il faut... Je cherche le mot. C'est-à-dire que c'est un sujet crispant et en même temps, il faut qu'il reste apaisé. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une revendication que l'on peut avoir de manière plus ou moins passionnée. De l'autre, il y a des décideurs qui sont un peu emmerdés par rapport à ça. Alors certains qui ne veulent pas y aller clairement, inconsciemment, parce qu'ils ont leurs petits privilèges et ils ne voient pas en quoi ça change et ils se disent de toute façon c'est le mérite. Donc fuck le mérite, quoi. À un moment donné, il faut arrêter de déconner. La méritocratie, c'est quand même un système qui a été inventé par les privilégiés pour faire croire que tu peux y arriver, mais sauf que quand t'as un putain de plafond de verre, t'as beau être méritoire, méritant, pardon, voilà. La preuve que j'ai pas ma place parce que je parle pas français. Non, mais blague à part, y a ça. Et puis je pense qu'il y a toute une partie de la population, des décideurs, qui aimeraient bien, mais qui ne savent pas par quel biais le prendre. Donc ils le font maladroitement. Donc c'est pour ça qu'il faut apaiser les choses, parce que petit à petit, ce dont on se rend compte, c'est que d'un côté, tu as des personnes qui revendiquent, de l'autre côté, des gens qui disent « ouais, on ne sait pas très bien comment faire », et tu as la majeure partie de la population, comme la société est en train de se cliver de plus en plus, qui... Rokhaya en est l'exemple. Moi, je l'ai reçu dans mon podcast, et je suis rentré dans le monde des haters de Rokhaya. C'est le truc, mais... Et donc, ils sont arrivés chez moi, alors que moi, je suis vraiment un mec plutôt consensuel. De temps en temps, quand je dois mettre un taquet, je mets un soufflet, je donne rendez-vous derrière l'église à 6h du matin. Mais voilà, moi je mets une pichenette, mais je ne suis pas dans cette veine-là. Et je me suis pris des tombereaux de haine sur mon réseau, sur Twitter. Quand j'ai reçu Rokhaya, je me suis dit, c'est quoi ce délire? Mais ils sont quoi? Mais ils me veulent quoi, tous ces gens? Non, mais calmez-vous. Donc ça crispe, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, vous êtes... c'est-à-dire que quand tu revendiques, d'un seul coup, tu es contre la France. Et ça aide évidemment les extrêmes parce que ça attise les colères. Donc, d'un côté, il faut apaiser et puis en même temps donner les clés aux personnes qui décident pour y arriver. Parce que ça ne fait pas partie de leur culture. D'où ce que je dis, parce qu'il faut aller à la base. Tant qu'on n'aura pas dans les instances dirigeantes et décisionnaires suffisamment de personnes concernées et impliquées ethniquement, religieusement, socialement, parce que c'est social aussi, c'est pas qu'une question, de plus en plus d'ailleurs. C'est de plus en plus. C'est pas que ethnique. Voilà, c'est juste un truc. Où sont les pauvres à la télé? Où sont les gens en situation de handicap? Enfin, où sont les seniors? Enfin, où sont les vieux, quoi? Il faut le dire. De toute façon, on le deviendra tous. Donc, à un moment donné... où sont les vieilles, surtout? Où sont les vieilles? Alors là, c'est particulièrement criant, quoi. Évidemment. Enfin, il y a tout ça. Donc, ça, c'est la première chose. Mais c'est un vrai travail de fond. Et donc, il y a un vrai travail politique. Parce que, en fin de compte, toutes ces élites sortent exactement tous des mêmes écoles. Et ils se cooptent tous entre eux. Et ils sont dans un système dans lequel ils ont grandi. Donc, il n'y a pas de raison que ça change, en fait. Il n'y a pas de raison que ça change pour eux. Ils pensent être dans leur bon droit. Et c'est là la complexité du truc. Là, vous citiez, on a écouté Delphine Ernotte lors de son audition, et puis j'ai assisté à la présentation du baromètre de la diversité au CSA, où on était une petite poignée parce que c'était déjà norme Covid, donc il y avait tous les patrons de chaîne. Delphine Ernotte a dit un truc assez intéressant pour moi, c'est que son rôle était, pour réussir à faire évoluer la société, à tordre la réalité en augmentant peut-être une représentativité à l'antenne, pour réussir à changer un peu les choses. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, en fait. C'est que
ne pas garder des proportions et d'essayer de changer un petit peu les choses. Mais on marche sur des œufs, en fait, sur ces questions-là. On marche sur des œufs. Et c'est pas simple. C'est-à-dire faire un effet loupe à la télévision pour que ça reflète la réalité de la société. Oui, pour aussi être inspirant. Il n'y a qu'à voir. Tu regardes tous les films des États-Unis. Je peux citer encore les États-Unis parce que c'est un bon exemple, mais tu regardes tous ces films avec... tous les juges, à 80%, sont noirs. Tu ne crois pas que ça a donné envie à beaucoup de jeunes de devenir avocats ? Alors que je pense qu'au début, quand on a commencé à mettre des juges noirs, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Et aujourd'hui, il y en a. Et quand tu regardes la moindre truc d'actualité, la chef de la police de Washington, quand on a vu les néo-nazis investir le Capitole, elle est noire. Enfin, la maire, elle est noire. Le chef de la police, il est noir. Enfin, tu vois, c'est quand même... Et je pense que tout ça, peut-être que je me trompe, c'est empirique ce que je dis. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas historien. Mais je pense que si tu en parles avec Pascal Blanchard ou autres, ils vont te dire qu'on n'est pas loin de la réalité. Il y a quelque chose qui a inspiré des générations depuis 20 ou 30 ans où ça existe, où l'affirmative action est très puissant dans ces pays-là. Et qu'à un moment, voilà, ok, il faut l'accepter. Il faut modifier un petit peu la réalité parce qu'il faut mettre en avant encore plus les choses, parce qu'il y a une invisibilisation qui n'est plus supportable. Et cette invisibilisation va disparaître dès lors que dans les gens qui vont décider, les gens qui vont lire les scénarios, les gens qui vont décider des programmes, les gens qui vont attribuer des budgets, et à un moment donné, il y aura des gens qui seront là, et pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons purement éditoriales. Les choses se feront naturellement, et les mecs ne feront plus pour des raisons sociales. Et voilà, c'est tout. Et on n'aura plus ces conneries de phrases quand tu dis... ou moi, j'ai déjà eu ça avec des scénaristes et des réalisateurs en disant, je veux que lui soit noir. Ah non, c'est raciste. Je dis, pourquoi ? Tu veux une blonde là, et là, j'ai pas le droit de vouloir un noir ? Ouais, mais c'est pas pareil. Je dis, dis-moi la différence, en fait. C'est quoi le problème ? Il n'y a rien d'idéologique derrière, c'est un trait physique. Tant que tu dis rien, c'est blanc, en fait. Non, mais surtout, c'est un trait physique. Et donc, derrière, j'ai... Ouais, mais si on ne trouve pas, on est 70 millions, si tu ne trouves pas un gamin de 18 ans noir qui sait jouer la comédie, on est mal. C'est que tu n'as pas cherché. Et ça, moi, je tiens ce discours-là, mais je pense qu'à un moment donné, tu te retrouves dans des réunions, ça lève les yeux au ciel, genre, ok, très bien. Mais en fin de compte, il y a un vrai sujet. Il y a un sujet, voilà, il y a un sujet. Mais d'ailleurs, pour revenir rapidement sur ce que tu disais par rapport... aux États-Unis, c'est que les chiffres du CSA qui donnent les proportions de minorités dans leur présentation, en fait, sont gonflés par la fiction américaine. C'est-à-dire que si on enlève la fiction américaine, le pourcentage de minorités baisse. C'est ce que disait même Anna Interman. Ouais. D'accord, ok, très bien. Là, je ne sais pas, mais en tout état de cause, voilà, il y a un vrai sujet. De toute façon, il n'y a pas besoin de faire des statistiques. Voilà, alors génial. Après, ça bouge. Il y a cette fiction sur France Télévisions avec Sonia Rolland. Enfin, il y a des choses. Non, mais bien sûr que ça bouge. Avec une autre sur France 3 avec Nadège Bossondiagne. Donc voilà, on commence même à avoir des femmes. Mais c'est vrai que c'est très très long. Et pour terminer, je voulais quand même qu'on parle de ton actualité, de ton activité. Tu as parlé un petit peu de la production, mais on voulait vraiment parler de ton podcast. Ouais. Les combattants pacifiques. Les combattants pacifiques. Tu as dit plein de fois le mot apaisé, donc je pense que pacifique, apaisé, il y a un truc. Je ne sais pas si on peut être aujourd'hui, prendre la parole sur des questions militantes en étant apaisé. À un moment donné, il faut aussi de la colère, c'est un moteur important. Mais voilà, moi je suis investi dans pas mal de causes. Je suis président du Fonds Afrique de Solidarité SIDA, je suis administrateur de l'association, donc on organise tous les ans Solidays, qui n'a malheureusement pas eu lieu cette année et on ne sait pas ce qui va se passer, l'année dernière, et on ne sait pas ce qui va se passer en 2021. Je suis président d'honneur d'un festival qui s'appelle Atmosphère, qui traite des questions de développement durable. On a fêté nos 10 ans en 2020. Et administrateur de deux associations pour l'égalité des chances, le campus L'Envol de la Banque Postale et le projet Moteur. Donc l'engagement, c'est quelque chose que j'ai chevillé au corps, plus à une époque où j'étais à l'Observatoire de la diversité du CSA, je suis membre du Club 21e siècle, enfin voilà. Tu es très engagé. Oui. Après, j'en tire aucun mérite parce que... Non, bien sûr, mais c'est factuel. À côté de ça, je fais pas des maraudes de la nuit du SAMU social, je vais pas je vais pas à la soupe populaire, voilà. Donc, en tout cas, mon engagement se place là. Et je vois comment... Depuis plus d'une vingtaine d'années où je suis investi dans ces causes, c'est échelonné, je ne suis pas là-dedans depuis 20 ans, mais en tout cas, comment toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont inspiré dans mon quotidien, ce que ça m'apporte. Et donc j'avais envie à un moment donné de leur donner la parole dans un podcast qui s'appelle donc Les Combattants Pacifiques, où j'interroge leur engagement. Et donc c'est un portrait croisé, ce qui est un exercice particulier, parce que le face-à-face est plus simple que le portrait croisé.
Parce que le portrait croisé, ça t'échappe. Alors que quand un invité en face à face ou en tête à tête est d'accord pour te répondre, parfois il essaie de s'échapper, mais t'es assez bon pour le ramener là où tu veux l'emmener. À deux, c'est pas possible, ça finit toujours par t'échapper. Mais en même temps, l'exercice me plaît beaucoup. Donc j'en suis à quelques épisodes. Alors je sais pas quand on va être diffusé, mais j'en suis à 7-8 épisodes, disponibles partout. Quand je dis partout, c'est sur toutes les plateformes. C'est quelque chose que je fais tout seul, avec l'aide de ma femme qui est journaliste, qui est rédactrice en chef du podcast. J'ai fait, avec l'aide de mon fils, j'ai fait l'habillage. C'est ma fille qui fait la voix off du jingle. C'est donc moi qui ai composé la musique. Je monte ça. En fait, j'ai retrouvé mes vieux réflexes d'avant quand j'ai commencé à faire de la radio. Donc c'est un produit homemade. J'ai mon pote David Donatien qui est un grand producteur de musique, qui a eu un Grammy Award. Il fait partie des rares Français à avoir un Grammy Award. Encore les histoires d'invisibilisation, je pense qu'il n'a pas eu droit à ça, une pleine page dans les Inrocks, pour dire ça. C'est un Français qui a eu un Grammy Award. Incroyable. Quand même. En revanche, il a eu plein de papiers dans France Antilles, comme il est né en Martinique. Mais bon, ça, voilà. Donc David, il me fait le son. Donc j'ai un son, voilà, où j'ai encore ma grosse voix. Voilà, ça c'est super. Et c'est des coups de démerde. J'ai un pote qui s'appelle Laurent Chiknaji qui lance aussi un podcast qui me prête du matos. Enfin, c'est le truc de la démerde. Et puis l'objet, c'était de donner la parole à ces gens-là. Et puis en même temps, juste de retrouver le plaisir que j'ai. J'ai commencé à faire de la radio à 15 ans, donc ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Voilà, j'ai commencé à faire de la radio. Le CD n'existait pas. Cassette et vinyle. C'était un kiff, quoi. Et je retrouve ce plaisir. Et voilà, donc on peut l'écouter partout, c'est super intéressant, partout, ouais. Des personnalités que tu as rencontrées qui sont engagées et qui finalement, qu'on découvre l'une à travers l'autre, avec un écho un peu inédit. Quoi. Donc j'ai fait Augustin Trapenard, Dipti Chander, Rokhaya Diallo, Caroline Sénéclose, Memona Interman, Boléwa Sabourin. J'ai eu un tête-à-tête extraordinaire avec Étienne Klein. De temps en temps, je fais venir un grand témoin. Et là, ça a été une question. On a parlé du temps et de la vérité, c'était absolument dingue. Là j'étais au premier rang d'une conférence, c'était formidable, avoir le privilège de dialoguer avec des personnes comme ça, c'est génial. J'ai fait Grégory Pouy, Camille Etienne, Jade Lingard de Mediapart et Mark Jepson. Et puis je me dis tiens, lui je vais l'inviter. Et hop, je l'invite. Alors j'essaye de... Il y a un côté absolument génial de faire à peu près ce qu'on veut, quoi. Voilà, ça c'est top. Et là je le fais vraiment pour le plaisir. Et on verra bien où ça mènera. Et puis par ailleurs, je produis pas mal de choses, des documentaires. On en a un dans les tuyaux avec Rokhaya qui devrait arriver bientôt. Et puis une fiction. Je signe en production avec La Belle Télé et donc mon associé Olivier Drouot, Diana Boss. La Belle Télé, c'est ta société de production. Exactement, La Belle Télé qu'on a créée il y a 10 ans. Et donc on signe Diana Boss, qui est en production et qui sera à l'antenne pour France Télévisions à l'automne prochain. L'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Malika Benadir, qui est avocate le jour et rappeuse la nuit, et qui va donc découvrir des mondes patriarcaux très différents culturellement et socialement, mais pas si différents en soi. Et c'est pas l'endroit où c'est le plus violent qui est le plus violent verbalement, qui est le plus violent psychologiquement. Et voilà. Et ça promet. Ça s'appelle Diana Boss. Ça a l'air, ça a l'air très très chouette. Et puis j'adore parce que ça parle évidemment d'émancipation, mais c'est universel. Ça parle à tout le monde. Ça parle c'est un homme qui vient de province et qui n'a pas les codes sociaux du milieu dans lequel il va débarquer, autant qu'une femme qui arrive dans un milieu d'hommes. Et ce qui est génial, c'est une série qui a été créée par Marion Séclin, qui est une femme formidable et qui a des convictions très très fortes. Et donc ça parle évidemment de toutes ces questions de sexisme, d'émancipation. Et elle a été rejointe à l'écriture par Nils Raoult, qui est le showrunner de Scam France et qui va signer sa première réalisation pour cette série. Donc on est content de l'accompagner. Ce que je trouve vraiment super, c'est qu'on a construit cette histoire dans un milieu d'éloquence, quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Que ce soit les avocats ou les rappeurs qui font des battles et d'improvisation, c'est le verbe qui est l'arme principale. Et je pense que c'est là toute la force de cette série, et c'est ce vers quoi il faudrait qu'on arrive à aller dans cette société, c'est se parler et s'écouter en fait. Très belle parole. Merci, des paroles de sagesse pour terminer cet épisode de Kif Taras avec Sébastien Follin, animateur, journaliste, producteur, que vous pouvez écouter en ce moment. On vous y encourage vraiment dans son podcast Les Combattants Pacifiques, qui est disponible absolument partout. Alors, on a dit plein de choses. On a parlé de la télévision, des Outre-mer. Quand vous
invite à réagir. On a parlé de cheveux aussi, donc c'est aussi des questions qui parlent à beaucoup et de le monde. teint, les cheveux non conformes. Quel est votre teint? On connaît. Donc si vous avez des commentaires, des questions, que vous soyez d'accord ou non, vous pouvez nous contacter, nous écrire à kiftaras@binge.audio, nous contacter sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, @kiftaras, donc @kiftaras. Sur Facebook, tout simplement, c'est la page Kiftaras. Sinon, vous suivez le hashtag Kiftaras. Kiftaras, c'est un podcast réalisé par Adèle Itel El-Madani, produit par Binge Audio. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et une nouvelle thématique. Merci, Grace. Merci, Rokhaya. Merci Sébastien. Merci, Grace. Merci, Rokhaya.